Bienvenue sur Fais Inouï, imaginez-vous être parfaitement sain d'esprit, mais enfermé dans un asile psychiatrique, incapable de convaincre qui que ce soit de votre santé mentale. Chaque mot, chaque geste, est interprété comme le symptôme d'une maladie que vous n'avez pas. C'est précisément le scénario terrifiant qu'a orchestré le psychologue David Rosenhan en 1973, une expérience audacieuse qui allait secouer les fondations même de la psychiatrie et nous forcer à nous interroger. Savons-nous réellement ce qu'est la folie? Au début des années 70, la psychiatrie était en pleine mutation. Les diagnostics reposaient encore largement sur l'observation subjective des médecins, et les traitements pouvaient être extrêmes. C'est en ce contexte que Rosenhan a conçu une expérience en 2 parties, aussi simple dans son principe qu'elle serait dévastatrice dans ses conclusions. La première partie était un coup de peau que audacieux. Rosenhan a recruté 8 pseudo-patients, des personnes tout à fait saines et équilibrées. Parmi eux, il y avait un étudiant en psychologie, 3 psychologues, un pédiatre, un psychiatre, un peintre, et même une femme au foyer. Rosenhan lui-même faisait partie du groupe. Leur mission était simple, se faire admettre dans différents hôpitaux psychiatriques à travers les États-Unis. Pour cela, ils devaient simuler un seul et unique symptôme. Ils devaient se plaindre d'entendre des voix indistinctes qui prononçaient des mots comme vide, creux ou bruit sourd. Ces mots n'étaient pas choisis au hasard. Ils suggéraient une sorte de crise existentielle, même n'étaient associés à aucune pathologie psychiatrique connue à l'époque, en dehors de ce symptôme et de leur faux nom. Les pseudo-patients devaient répondre à toutes les autres questions en disant la vérité sur leur vie, leurs relations, leurs joies et leurs peines. Une fois admis à l'hôpital, leur instruction était claire: arrêtez immédiatement de simuler le moindre symptôme. Ils devaient se comporter de manière tout à fait normale, être coopératifs avec le personnel soignant et dire à quiconque le leur demandait qu'ils se sentaient bien et que les voix avaient disparu. Le résultat fut stupéfiant et bien au-delà de ce que Rosenhan avait imaginé. Sur les 12 tentatives d'admission, toutes les 12 furent un succès. Pas un seul des pseudo-patients ne fut démasqué par le personnel médical. Ils furent tous diagnostiqués avec des troubles mentaux graves. 7 d'entre eux reçurent un diagnostic de schizophrénie et un diagnostic de psychose maniaco-dépressive. L'étiquette était posée, et elle semblait indélébile, à l'intérieur des murs de l'hôpital. La réalité des pseudo-patients a basculé. Le simple fait d'être dans cet environnement changeait. La perception que les autres avaient d'eux, des comportements tout à fait normaux, était soudainement interprétée à travers le prisme de la maladie mentale. L'un des pseudo-patients, par exemple, prenait des notes sur son expérience, de manière ouverte et visible, dans son dossier médical. Une infirmière a noté: le patient a un comportement d'écriture compulsif, ce qui était une démarche scientifique était devenu un symptôme pathologique. Un autre se promenait dans les couloirs par ennui, comme n'importe qui le ferait dans une situation de confiance. Cela fut interprété comme de l'agitation nerveuse, le fait de faire la queue en avance pour le déjeuner, une simple stratégie pour éviter la mauvaise nourriture de la cafétéria, fut qualifié de comportement oral acquisitif. Le plus ironique et le plus troublant dans cette histoire, c'est que si les médecins et les infirmiers étaient incapables de voir la vérité, les vrais patients, eux, n'étaient pas dupes. 35 des 118 autres patients de l'un des établissements ont exprimé des doutes sur les pseudo-patients. Ils leur disaient: vous n'êtes pas fou, vous êtes un journaliste ou un professeur, vous êtes ici pour vérifier comment fonctionne l'hôpital. Les personnes étiquetées comme folles étaient les seules à percevoir la réalité avec lucidité. Le séjour de ces faux patients a duré entre 7 et 52 jours, avec une moyenne de 19 jours, pour être libérés. Ils ont dû faire quelque chose de paradoxal, admettre qu'ils étaient malades et accepter de prendre des médicaments antipsychotiques qu'ils jetaient ensuite discrètement dans les toilettes. Ils ont dû jouer le jeu du patient qui guérit pour prouver une santé mentale qu'ils n'avaient jamais perdue. En sortant, leur diagnostic de sortie n'était pas sain d'esprit, mais schizophrénie en rémission. L'étiquette, bien qu'atténuée, restait collée à eux. La publication des résultats de Rosenhan en 1973 dans la prestigieuse revue Science, sous le titre Être sain dans un lieu insensé, a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la psychiatrie. L'étude remettait en question la validité même du diagnostic psychiatrique. Comment des professionnels chevronnés pouvaient-ils être à ce point incapables de distinguer le sain du malade? La conclusion de Rosenhan était cinglante: il est clair que nous ne pouvons pas distinguer les personnes saines d'esprit des personnes malades mentales dans les hôpitaux psychiatriques. L'étude a mis en lumière un phénomène puissant, l'effet de l'étiquetage. Une fois qu'une personne est étiquetée comme schizophrène, tout ce qu'elle fait est vu à travers ce filtre. L'étiquette devient une prophétie autoréalisatrice qui colore toutes les perceptions et interactions futures. Naturellement,
L'expérience a déclenché une vague de critiques, de nombreux psychiatres se sont sentis attaqués et ont remis en question la méthodologie de Rosanant. Ils ont argumenté qu'il est normal de présumer qu'une personne qui se présente à l'hôpital en se plaignant de symptômes est effectivement malade. Un hôpital psychiatrique particulièrement vexé par l'étude a alors lancé un défi à Rosanant. Il lui a demandé d'envoyer de nouveaux pseudo-patients dans leur établissement au cours des 3 prochains mois en promettant que cette fois, il les démasquerait. Rosanant a accepté le défi. Au cours des 3 mois suivants, l'hôpital a examiné avec une méfiance accrue chaque nouvelle admission. Sur les 193 nouveaux patients, le personnel a identifié 41 imposteurs potentiels, avec une forte conviction pour 19 d'entre eux. Mais voici le coup de théâtre final. La deuxième partie de l'expérience de Rosanant. Le psychologue n'avait envoyé absolument personne. Pas un seul pseudo-patient n'avait mis les pieds dans cet hôpital. La peur d'être trompé avait rendu le personnel médical tellement méfiant qu'il avait commencé à douter de la maladie de ses vrais patients. Cette deuxième phase a démontré le problème inverse. Si le premier test montrait qu'il était facile de diagnostiquer à tort une personne saine, le second montrait qu'il était tout aussi possible de considérer à tort une personne malade comme étant saine. L'expérience de Rosanant a eu un impact profond et durable. Elle a contribué à une révision majeure du manuel de diagnostic psychiatrique, le DSM, pour y inclure des critères beaucoup plus spécifiques et comportementaux pour chaque trouble. Elle a forcé la communauté médicale à prendre conscience des dangers de l'étiquetage et du pouvoir de l'environnement sur la perception de la santé mentale. Elle nous rappelle que la frontière entre normal et anormal est parfois bien plus floue et subjective qu'on ne voudrait le croire. Au-delà de la psychiatrie, cette histoire nous interroge sur toutes les étiquettes que nous collons en tant que société sur les individus. Une fois qu'une étiquette est posée, que ce soit délinquant, génie ou fou, il devient incroyablement difficile pour la personne de s'en défaire et pour les autres de la voir différemment. L'héritage de l'expérience de Rosanant est complexe et continue de faire débat. Mais il nous laisse avec une question fondamentale et vertigineuse. Si un jour, vous deviez prouver votre santé mentale, comment vous y prendriez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire fascinante vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Faisinouille pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les méandres de la science et de l'histoire. À bientôt.